L'Europe n'est plus un continent où se rassemblent les passionnés. L'Europe est-elle en train de sombrer? Dans presque tous les domaines, comme l'économie et l'industrie, la situation est en déclin. Les conflits entre les différentes classes ont atteint leur paroxysme, et les tensions entre les races et les religions ne cessent de croître. Les dirigeants politiques européens ne parviennent pas à résoudre efficacement ces problèmes. IU l'a mentionné lui-même. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Auparavant, je voulais vous annoncer la sortie de mon livre, mon premier produit dérivé. Il est disponible chez Kyobo Mungo et dans les librairies près de chez vous. N'hésitez pas à y jeter un œil, je vous en serai reconnaissant. En fait, comme vous le savez bien, l'Europe a été l'une des régions les plus influentes au monde. Rien qu'en pensant au fait que la plupart de l'histoire mondiale que nous apprenons concerne l'histoire européenne, vous pouvez imaginer à quel point son influence est grande. L'Europe est considérée comme le berceau de la civilisation moderne, son influence mondiale du XVIIe au XXe siècle ayant marqué une véritable ère européenne. Aujourd'hui, la majorité de la population mondiale vit selon une civilisation moderne d'origine occidentale. Ainsi, lors des grandes découvertes et de la révolution industrielle, l'Europe a dominé le monde par sa puissance militaire et économique. Mais après les guerres mondiales et la Grande Dépression, la plupart des pays européens ont vu leur puissance nationale s'effondrer. L'échec de certaines politiques sociales a affaibli l'Europe, qui n'a plus sa prestance d'autrefois. Elle demeure un des 3 grands blocs économiques mondiaux, avec l'Amérique du Nord et l'Asie du Nord-Est. Mais sa grandeur passée est difficile à retrouver. La raison même pour laquelle ce rapport a été publié, c'est parce qu'il montre clairement à quel point l'Europe entière est en crise, au point qu'on pourrait dire qu'elle court à sa perte si la situation continue ainsi. Commençons par examiner les grands points, puis entrons dans les détails. Il y a un indicateur qui montre que l'Europe s'appauvrit actuellement. C'est le produit intérieur brut. Actuellement, le produit intérieur brut de l'Union européenne est de 16 600 milliards de dollars, tandis que celui des États-Unis est de 25 500 milliards de dollars. On peut réfléchir à cela en regardant ces chiffres. Même si l'on additionne le produit intérieur brut des 27 pays membres de l'Union européenne, cela ne représente qu'environ 65% de celui des États-Unis. Regardons cela de plus près. La Californie a le produit intérieur brut le plus élevé des 50 États américains, avec 3 900 milliards de dollars. Le produit intérieur brut du Royaume-Uni est de 3 495 milliards de dollars. Un seul État américain a donc un produit intérieur brut supérieur à celui d'un pays entier. Bien sûr, on pourrait voir les choses ainsi. Monsieur Ai Sanseo. Les États-Unis, pays immenses et leader mondial, ont logiquement un produit intérieur brut plus élevé. Le problème est qu'autrefois, le produit intérieur brut de l'Union européenne était plus élevé. Jusqu'aux années 1980, l'économie américaine et celle de l'Union européenne étaient proches en taille et se disputaient à la première place. Pendant la crise financière de 2008, l'Europe a dépassé les États-Unis. Aujourd'hui, l'écart est bien trop grand. Avec un écart d'environ 35, il est désormais juste de dire que l'Union européenne ne peut plus rattraper les États-Unis. Regardons donc de plus près pourquoi l'Europe s'est autant détériorée. Tout d'abord, l'Europe est une région où le coût de l'énergie est extrêmement élevé. L'Europe est un continent qui manque d'énergie en soi. Pour simplifier, vous pouvez considérer que sa situation est similaire à celle de la Corée, ce qui facilitera la compréhension. Elle importe toute son énergie et consacre 3 à 5% de son produit intérieur brut à ses importations. Par exemple, l'Union européenne dépend des importations extra-européennes pour 60% de sa consommation totale d'énergie. Elle dépend à 96,8% pour le pétrole, à 89,7% pour le gaz naturel et à 44% pour le charbon. Petite parenthèse, comme il dépend d'autres régions pour l'énergie, c'est aussi pourquoi les sanctions contre la Russie pendant la guerre en Ukraine n'ont pas été totalement appliquées. Quoi qu'il en soit, comme ils dépensent énormément d'argent pour acheter de l'énergie, la différence entre les États-Unis et l'Europe devient encore plus marquée. Actuellement, les États-Unis sont un exportateur net d'énergie, ce qui signifie qu'ils exportent de plus d'énergie qu'ils n'en importent, en tenant compte des prix globaux. C'est pourquoi le gaz industriel coûte 3 à 4,5 fois plus en Europe qu'aux États-Unis, impactant fortement l'industrie et créant un écart de prix immédiat. Dans ces conditions, la compétitivité diminue. L'Europe manque aussi de ressources stratégiques pour les industries futures. C'est aussi vrai pour la Corée, mais l'impact semble plus fort en Europe. Parmi les ressources stratégiques d'avenir figurent le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les terres rares. La particularité de ces ressources, c'est qu'elles sont pour la plupart monopolisées par la Chine ou des pays hors d'Europe. Non seulement l'extraction, mais aussi le raffinage et la transformation sont largement dominés par des pays non européens. En particulier, pour le graphite, il est raffiné et transformé à 100% uniquement en Chine. C'est un problème majeur. Ce sont des ressources essentielles pour les industries écologiques, comme les voitures électriques ou les batteries, n'est-ce pas ?
Mais l'Europe pousse fortement les politiques et les industries écologiques, donc il est inévitable qu'il y ait des pénalités du point de vue industriel. Bien sûr, on peut aussi dire, est-ce qu'il n'y a pas de ressources en Europe? Oui, il y en a. Il existe effectivement de nombreuses mines de nickel, de lithium et de cobalt en Europe. Par exemple, en Serbie, il y a la plus grande mine de lithium d'Europe. Le lithium extrait ici atteint 58 000 tonnes par an, suffisant pour 1,1 million de voitures électriques. Cependant, il refuse son exploitation pour des raisons environnementales. Le gouvernement serbe relancera le projet de mine de lithium en 2028. Divers partis politiques et organisations citoyennes se sont mobilisés, affirmant qu'il ne faut pas développer cette mine en raison des préoccupations liées à la pollution de l'environnement. L'Europe a de nombreuses ressources, mais n'a pas su les exploiter pour ces raisons. Les politiques environnementales radicales freinent-elles la croissance économique du continent? Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut protéger l'environnement. Les politiques environnementales européennes, trop strictes, freinent le développement des ressources stratégiques et des nouvelles industries. À ce rythme, l'effondrement progressif de l'Europe est inévitable. De plus, l'industrie électronique et informatique continue de stagner. Par exemple, il n'y a actuellement aucune entreprise européenne parmi les 10 plus grandes entreprises électroniques mondiales. Pourtant, l'Europe a jeté les bases de l'industrie électronique, grâce à d'énormes avancées technologiques depuis la révolution industrielle. Il y a 15 ans, Motorola et Nokia dominaient le marché des téléphones portables. Aujourd'hui, l'industrie électronique et informatique s'est totalement effondrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe actuellement 5 entreprises en Allemagne qui fabriquent des téléviseurs. Loewe, Metz, Technisat, Buttmann et Grundig sont 5 entreprises, mais leurs ventes réunies restent inférieures à celles de LG Electronics. Surprenant, non? Il y a 10 ans, les États-Unis étaient encore l'un des 2 piliers du marché mondial de l'informatique, malgré un léger retrait. En 2013, l'Europe avait 22% du marché, et les États-Unis, 30%. Aujourd'hui, l'Europe est à 18%, les États-Unis à 38%. Rien qu'en regardant la capitalisation boursière, au cours des 8 dernières années, la capitalisation totale de toutes les entreprises de télécommunications européennes a diminué de 41%, alors qu'aux États-Unis, les entreprises de télécommunications ont connu une croissance de 20%, et l'industrie over-the-top a augmenté de 357%. L'informatique et l'électronique sont certes des secteurs prometteurs aujourd'hui, mais le resteront-ils à l'avenir? C'est pourquoi on prévoit que l'économie européenne ne s'améliorera pas, mais empirera. L'industrie électronique et informatique étant en difficulté, l'Europe est logiquement en retard dans l'intelligence artificielle et la 4e révolution industrielle. La société Cherry Cloud en Allemagne appartient à Deutsche Telekom, dont la capitalisation boursière est d'environ 196 965,7 milliards de wons. Mais la capitalisation boursière de Microsoft est de 4 262 400 milliards de wons. L'écart est de plusieurs dizaines à centaines de fois. Même en additionnant toutes les autres entreprises, la capitalisation boursière des sociétés informatiques américaines reste nettement supérieure. Deutsche Telekom, 196 965,7 milliards de wons. OVH Cloud, 17 434 milliards de wons. Orange, 43 085,9 milliards de wons. International Business Machine, 263 540,1 milliards de wons. Google, 2 584 080 milliards de wons. Microsoft, 4 262 400 milliards de wons. Amazon, 2 610 720 milliards de wons. Voilà. Et peut-être qu'ils ne ressentent pas encore vraiment la crise. Les investissements dans l'industrie de l'intelligence artificielle restent faibles, et actuellement, 71% des investissements mondiaux dans l'industrie de l'intelligence artificielle proviennent des États-Unis. La Chine représente 15%, l'Europe seulement 7%. La Corée investit 2%, montrant le faible intérêt de l'Europe pour l'intelligence artificielle et sa présence encore moindre dans les semi-conducteurs. Les États-Unis dominent les semi-conducteurs systèmes et la conception, l'Asie du Nord-Est, la production et la mémoire, tandis que l'Europe n'est dominante dans aucun domaine. Actuellement, la plus grande industrie en Europe est l'industrie automobile. En termes d'emploi, environ 2,6 millions de personnes travaillent dans la fabrication automobile, ce qui représente environ 8,5% de l'emploi manufacturier total de l'Union européenne. L'industrie automobile n'arrive pas non plus à suivre les tendances récentes et se fait dépasser non seulement en termes de technologie, mais aussi de rapport qualité-prix. C'est pourquoi la part de marché des entreprises automobiles européennes a fortement chuté. Jusqu'en 2000, l'Europe représentait 31% de la production automobile mondiale, ce qui en faisait le plus grand producteur au monde. Mais en 2022, cette part est tombée à 15%, soit une diminution de moitié. Et la Chine est passée en première position avec 32%.
De plus, les entreprises automobiles européennes perdent progressivement du terrain même sur le continent européen, ce qui montre que l'industrie automobile européenne est en train de s'effondrer. En particulier, les constructeurs automobiles coréens, chinois et japonais, menés par la Chine, connaissent un grand succès en Europe et grignotent progressivement les parts de marché des entreprises automobiles européennes. L'Union européenne est en crise, et la plupart de ces industries sont reprises par des entreprises d'Asie du Nord-Est ou des États-Unis. Dans ce rapport publié par l'Union européenne, il est dit que si l'Europe ne renonce pas à l'une de ces trois limites, la liberté, l'environnement ou le bien-être, elle finira par s'effondrer. Si l'on regarde ce qui se passe récemment en Europe, on peut voir que la plupart des problèmes de l'Europe sont liés à l'un de ces trois éléments. Bien sûr, ils sont tous importants. Mais si l'on se demande s'ils sont assez importants pour qu'on doive tout sacrifier pour les obtenir, je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle de l'Europe ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci.